direct des entrailles de CKRL, voici les Geeks contre-attaque! Donc, samedi... Ah, me voilà! Samedi le 4 juin 2016. Bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks Contre-Attaque, version estivale. C'est, je m'entends pas non plus. Oh yes! On arrive un par un des pénombres du printemps pour rentrer dans l'été. Donc, version de 90 minutes. Ça va être la version des Geeks Contre-Attaque pendant tout l'été. Donc, plus de temps pour dire plus de niaiseries ou les mêmes niaiseries étirées et étirées. On le sait pas. C'est malheureusement une de ces deux seules versions-là qu'on va avoir, donc on va avoir bien du plaisir. Mon nom est Éric Lajoie, je ne serai pas seul aujourd'hui, puisque vous avez déjà entendu la voix très masculine de Conan Arsenault. Bonjour. Ironiquement, je sonnais plus grave en le décrivant. Ensuite, on a Monsieur Philippe Jacques, salut! Allô, allô. Hey, moi, mon micro marche. Oui, et en plus, est-ce que t'as ton sarrau de pyrologue aujourd'hui? Non, non? Je vais enfiler plusieurs sarraux différents, mais pas celui-là. Ah. Et à la mise en onde, en remplacement de Mikey G, parce qu'il est facilement... Non, il est difficilement remplaçable. Voilà. Simon Roy, salut, mister. Salut. Et donc, on va y aller tranquillement, pas vite, parce qu'on veut pas non plus... Ça pressait, on a eu 1h30, on prend ça. Vacances, c'est l'été, voilà. Voilà. Donc, nous allons maintenant y aller avec les actualités. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les Geektualités. Alors, les actualités. Que s'est-il passé? Selon vous, messieurs, dans les actualités geeks cette semaine? Un gros paquet de geekeries! Ah, t'essaies d'avoir ton propre trademark. Oui, Un jour, exact. je l'aurai. Non, exact, c'était bien. Un jour, je l'aurai. Hey, c'était bien. C'était un nouveau mot pis tout. Oui, ben là, vu qu'on est en onde, qu'on est samedi, ben, pis que je suis là, Oui. il y a automatiquement quelqu'un qui est mort. Automatiquement. Non, c'est vrai, aujourd'hui, un décès majeur. Un décès majeur, mais avant d'y aller, j'étais en train de parler avec Conan sur Facebook tantôt, puis on se disait, est-ce une conspiration? Est-ce un peu la faute de notre émission si ces icônes, ces étoiles s'éteignent une à une? C'est étrangement tout le temps proche du samedi. Mm-hmm. Puis, en tout cas, je pense que c'est un peu de ma faute à moi et Simon. Ils savent qu'on fait notre show, puis ils décident, non, je peux pas encore... OK, c'est un autre de leur show, donc ils décident de... Ouais. Bon, ben, je pense qu'on va... de décéder. Oui. On va aller voir le directeur des programmes de la station, puis on va lui demander de changer le nom de la Geek Contre-Attaque pour la rubrique nécrologique Contre-Attaque. Pré-nécrologique. Ouais, j'ai un message pour toutes les vedettes qui décideraient de mourir pour notre show. Si vous avez besoin d'exposition à ce point-là, on vous invite en studio, on vous aime mieux vivant, Oui. puis ça va nous faire une bonne publicité en plus. Exactement. Pour vous mourir en ondes. Ça serait encore mieux. Hey, j'ai dû dire ça, moi, là? OK, bon. Regarde. Simon sort de sa corde. Plus de temps, plus de niaiseries! Écoutez, avertissement. Si vous êtes choqué par les propos des Geeks Contre-Attaque, c'est comme se choquer après un enfant qui renverse de la crème glacée à terre. Tu sais, je veux dire, c'est comme... Il fait son Quand tu possible. as donné de la crème glacée. Ouais, c'est ça. Puis pas de bol. Ils font pas exprès. Ils ont juste du fun. Ça arrive tout seul. On est inoffensif. Oui, tout à fait. Malheureusement, d'ailleurs. Donc... Quel décès t'es venu nous parler qu'on passe à autre chose, mon Dieu? juste? Niaiserie. Rentrons dans le vif du sujet. Le plus grand boxeur du 20e siècle s'est éteint cette semaine. Le très grand Mohamed Ali a perdu son très long combat contre le Parkinson. Oui, 34 ans de combat contre le Parkinson, c'est énorme. Il y a beaucoup de gens qui en succombent après 7, 8 ou 10 ans. Est-ce que c'était bien vu que le vrai nom était Cassius Clay? Exactement. Oui. Donc, il a changé son nom après. Il s'était converti dans le mouvement du Black... des Black Panthers? Non, des Black Muslims...
C'était dans les positions 10 pour ensuite échapper au draft pour la guerre. Ce à quoi il avait dit, il n'y a aucun Vietnamien qui m'a fait quoi que ce soit. Moi, j'irais me battre contre eux autres. Et ça a été bien compliqué. Il a pris 3 ans de retraite de la boxe pendant ce temps-là. Il est revenu puis tout ça. Mais... il est décédé, Mohamed Ali, à l'âge de 74 ans. Il était rentré à l'hôpital ce jeudi pour des problèmes respiratoires. Ses porte-paroles ont insisté pour dire que son séjour serait probablement très court, mais des proches... c'est une mauvaise augure. Il allait sortir... Ils diront pas, c'est peut-être son dernier. Non, il pensait sincèrement qu'il allait sortir sur ses 2 pieds et non pas pieds devant. Mais les proches du boxeur, il y avait des rumeurs comme de quoi c'était beaucoup plus grave que ça. Et ça s'est avéré la vraie version. Alors, merci Monsieur Ali. Un des grands, et non seulement un très bon boxeur, mais... Un des plus grands, c'est le plus grand. Une quote machine, si vous me permettez l'expression. Oui, vraiment. Une machine à citation. Un gars dont incroyable. les citations à l'emporte-pièce étaient incroyables et sa verve n'était égalée que par son arrogance, mais il livrait la marchandise. Puis, si on compare à Mike Tyson, qui lui est comme, je sais pas si vous avez entendu les citations de Mike Tyson, sont absolument soit horribles, soit ridiculement stupides ou ignorantes. C'est dire qu'une voix un petit peu trop aiguë avec un petit peu trop de zozotage. Mais si tu le vois, c'est intimidant. Ouais. Si tu l'entends, c'est ridicule. Mais la mort de Monsieur Ali m'a fait penser à quelque chose. Je n'ai parlé sur mon Facebook ce matin. Et puis, je vous en parlais, les gars, parce que peut-être que vous connaissez pas cet effet-là. Puis c'est super intéressant comme affaire. Ça part d'un truc bizarre, mais ça s'appelle l'effet Mandela. Est-ce que ça vous dit quelque chose? L'effet Mandela. OK. L'effet Mandela, ça, c'est arrivé, en fait, assez récemment, quand que Nelson Mandela est mort. Right? Parce que le monde se disait, mais il me semble qu'il était mort en prison. Il y avait plus qu'une personne, il y avait beaucoup de monde qui avait cette impression-là qu'il était mort en prison. Ce qui est faux quand il est devenu le président du pays. Puis tout, je veux dire, il y a eu une vie largement accomplie après sa vie en prison. Mais il y a beaucoup de monde qui disait, mais voyons, j'étais sûr qu'il était mort en prison. Donc là, il y a une madame, Fiona Broome. Cette madame-là, bon, c'est sûr qu'elle, c'est comme c'est une consultante paranormale. Oh my God. Oh, ok. Excusez, les geeks et la pseudo-science. Ouais, non, exactement. Mais c'est parce que le terme a été réapproprié. Mais donc, c'est elle qui a trouvé ce terme-là en disant la Mandela Effect pour elle, au début, qui est la créatrice, qui a trouvé le terme, mais qui a été réapproprié plus tard. Elle a dit, dans le fond, quand il y a un effet Mandela, c'est que on a des aperçus d'univers parallèles. Okay. Je fais confiance dans Matrice. Ben, ouais, quelque chose du genre. Non, regarde. Je fais confiance au parachute. Je fais confiance au paramédic, mais je fais jamais confiance au parapsychologue. Parce que, OK. Je pense que, je vais y aller avec ma théorie à moi sur le phénomène de, je pensais qu'il était déjà mort. OK. Bon, maladie, surtout dans son cas, c'est assez frappant comme exemple. C'est que, il a été frappé par sa maladie pendant 34 ans et il est disparu de l'œil du public pendant la majorité de ces 34 années-là. Donc, la dernière grosse nouvelle qu'on a eue sur Ali, c'était l'annonce de sa maladie. Et ça avait mis fin à sa carrière et ça l'a fait disparaître de le public. Et ça, voilà 34 ben, c'est ans. Ça fait longtemps. Habituellement, quand il y a une nouvelle d'une maladie grave qui atteint une vedette, d'habitude, c'est pas long. Généralement, quelques mois plus tard ou un an plus tard, on apprend son décès. Donc, les gens, par association, ayant appris ça le 34 ans, ils se disent, il y a eu 34 chances qu'il soit mort par la suite. Ils ont comme assumé que c'était déjà arrivé sans même avoir vu la nouvelle. Moi, dans ma tête, là, quand j'ai vu la nouvelle, j'étais convaincu qu'il était déjà mort. Pour de vrai, j'étais comme, mais voyons, me semble que j'ai déjà entendu cette affaire-là, tu sais, ou que, me semble que, tu sais, ça faisait déjà partie de la suite de l'inconscient collectif que, ben, ouais, il était mort dû à des suites du parking, tu sais, des complications du Parkinson et tout ça. Et non. Donc, l'effet Mandela, ce serait quand on aurait des aperçus d'univers parallèle. Mais il y a des gens, quand même, qui ont repris du monde dans le domaine de la psychologie, qui ont repris, l'appellation, l'effet Mandela, pour plutôt mettre ça de manière, dans la réalité, dans le fond, si on veut, que c'est plutôt une espèce d'erreur dans l'espèce d'inconscient collectif, c'est pas la mésinformation, plutôt c'est de l'espèce de non-information qui ne circule pas. C'est ça, un peu comme ma théorie tient debout, dans le fond. C'est un peu ça. Là, je dis mal les termes, mais je vais essayer de vous trouver une belle petite définition. Mais j'ai trouvé ça très très drôle qu'une théorie qui parte d'une affaire paranormale ait quand même des fondements dans la réalité. Moi, je dis que c'est pas paranormal. De quoi? Non, mais il est vraiment mort, ils l'ont remplacé. Non, là, c'est son double qui est mort, man. De toute façon, oui. Elon Musk dit qu'on a une chance sur plusieurs milliards d'être dans la vraie réalité. Parce qu'on est dans une simulation. Techniquement, on est dans une simulation
informatique à la matrice. Dans le fond, on est comme dans un gros jeu de Warhammer. Fait que peu importe si Mohamed Ali est mort ou pas. C'est juste que sa game est finie. Sa game est finie. Puis peut-être qu'il y a eu un glitch dans le jeu. On sait pas. La théorie matricielle est peut-être vraie. En tout cas, 10 minutes sur une émission de 90, on est déjà rendu là. Selon Saint Elon Musk. Ah oui, Elon, c'est notre saint à nous. Voilà. Les possibilités sont trop basses pour que la réalité ne soit pas qu'une simulation. Les chances sont très élevées. Je trouve ça en même temps brillant et je sais pas quoi faire avec ça. Ok, messieurs. Ça pourrait expliquer des univers parallèles. Est-ce que la réponse c'est de jouer plus encore à des jeux vidéo? Peut-être que maintenant, si on joue plus à des jeux vidéo, on va atteindre le fond du baril, puis comme aller comme... Laisse-moi le fond du baril, c'est à moi ça. Ouais, ça c'est à toi. Ok. Deuxième nouvelle. Hey! C'était beau. On s'est promené sur la première nouvelle, hein, les amis? Hey, j'ai de quoi de le fun? Ou de pas le fun, ça dépend du point de vue. OK. Il y a une madame de 65 ans dans l'Angleterre qui a probablement pas trouvé ça le fun. Un moment donné, elle est allée faire ses commissions tout bonnement, comme toute bonne grand-mère. Et en revenant, elle s'est rendue compte... Même les mauvaises font des commissions. Oui, aussi. Mais il achète genre du verre pilé puis des cigarettes. Pas parce qu'on a plus de temps qu'on est vraiment obligé d'étirer les nouvelles comme ça. Hein. Continue. Bon. Donc, quand elle est revenue de ses commissions, elle avait un bruit étrange, un vrombrissement louche dans son moteur ou dans son automobile. Elle a dit, bon, c'est pas grave, au pire, je vais aller au garage. Fait qu'elle s'en va faire ses choses. Elle s'endort pour la soirée. Et le lendemain matin, elle s'est réveillée avec 20 000 abeilles autour de son auto, pris en colonie. Nice. Ça, c'est parce que la reine était rentrée dans son automobile pendant ses commissions et ils ont suivi jusqu'à chez elle, la reine, pour la sauver. Ben oui. Puis ils ont bâti une colonie dans son char. Ben, il y a de la place là-dedans pis tout. Je vais te montrer la photo, là, à quoi ça ressemble. Okay, ils sont à l'extérieur, wow. puis la reine est à l'intérieur. Mais ils se sont amassés, un peu comme quelqu'un qui se fait une barbe Une d'abeille. barbe d'abeille, mais là, c'est un coin d'abeille. C'est un coin d'automobile d'abeille. Mais là, ça veut dire que est-ce que c'est ça la solution, avoir du miel tout le temps à portée de main? En tout cas, c'est un peu risqué comme solution. Mais en tout cas, la pauvre madame s'est fait aider quand même par des apiculteurs experts. Est-ce que les apiculteurs, enfin, ont retrouvé leur abeille perdue comme... C'était elles, les abeilles, qui étaient parties, elles étaient pas mortes. C'est ça, la solution. C'était Mais ces je pense abeilles-là. qu'ils sont jusqu'en Angleterre. Elle a fait ses commissions un petit peu loin. Ce qu'il faut savoir. Dans le Bas-Saint-Laurent faire ses commissions. Au fond, on s'égare un peu. Mais ça y a pris en une journée seulement, l'espace d'une journée. Une nuit. Ouais. Il y a eu Un amoncellement de 20 000 abeilles, quand même, faut le faire. 20 000, oui. Mais le pire, c'est que ça avait pris 1,5 pied de long par 1 pied de large. Oui, il en rentre en Moses de l'abeille, là. C'est impressionnant pour de vrai, là. Je verrais ça, je suis pas sûr comment je réagirais toujours de la bonne manière. Moi, je dirais, bon, ça y est, on loue. Ouais. Vends ce char-là, On vend en ce loue. char-là. Ouais. Mais bref. Autre chose. Oui, on est chanceux. On est à l'ère du tatou, présentement. Tout le monde a un tatou, tout le monde... Non, je pensais que tu parlais de l'animal, moi. Non, pas le tatou, l'ère du tatou. Il y a juste... c'est l'animal de compagnie préféré à Chuck Norris, en tout cas. Le tatou? Oui. Ouais. Un T'as pas armad- vu Invasion ça- USA? Ok, pas dans Il y la avait vraie un vie. armadillo. Mais pas dans la vraie vie. Non. Ah, Bon, ça on m'intéresse, parle c'est de pas- tatou, l'art graphique qui Oui, bien sûr. recouvre la peau. Maintenant, vous avez une raison de faire vos tatous niaiseux que vous allez regretter toute votre vie. Mais, voilà l'astuce, vous ne les regretterez pas toute votre vie. Parce que vous avez gueule, ça vous crevait les yeux. Non, Yeah! Non, il y a une compagnie qui a eu une idée géniale d'enfermer... en fait, le problème avec les substances qu'on injecte, l'encre qu'on injecte dans la peau, c'est que la molécule est trop grosse pour la briser. Alors, il faut la briser avec des lasers pour que le système immunitaire puisse s'en débarrasser. C'est un processus long, pénible et parfois très incomplet. Ouais, il peut donc, rester des traces, il peut y avoir une décoloration de la peau Il y a quand des même. traces qui restent, hein. Ouais. Souvent, Fait ça va être camouflé par la suite avec un autre tatouage. Même des ou cicatrices une- aussi. C'est ça, une cicatrice ou une Donc, le meilleur décoloration. moyen pour l'instant, c'est les cover-up qu'on appelle, qui est un tatou par-dessus un tatou. Oui. Mais cette compagnie-là promet que vous êtes capable de vous débarrasser de votre tatouage au moment voulu, car elles ont rapetissé les molécules de l'encre et ils l'ont enfermé dans une coquille spéciale. Donc, quand la peau l'absorbe, ça fait comme un tatouage normal. Mais quand ils vous retatouent,
par-dessus avec la solution, entre guillemets, effaçante. Ah, ça vient détruire cette ça coquille-là. sous la coquille, donc la molécule est suffisamment petite pour être éliminée Il par faut le absorbé quand par même le que tu fasses système. retracer le tatou avec la solution. Tu le fais retracer par-dessus à l'identique. Wow. Et ton système immunitaire s'occupe de se débarrasser de ton tatou, génial, ça. probablement de phallus C'est ou une meilleure le idée nom que- de ton ex ou quelque Parce que chose. moi, j'avais Ou vu... une phrase avec une faute d'orthographe dedans. Ouais, exactement. Ouais. Classique. Ou des visages. Un visage d'un être cher. Ça, Ouais, c'est une toujours photo un- qui a c'est l'air toujours un- qui a l'air brûlé au 3e degré parce que le tatoueur avait pas Exact. de talent. Mais ce que tu dis, c'est vraiment une meilleure solution. Moi, je sais pas, je n'en ai parlé ici dans l'émission, mais il y avait un modèle de tatou avec de l'encre magnétique qui était comme sur une espèce de grille qu'on insérait en dessous de la peau. OK. Mais qu'après ça, dans le fond, tu pouvais décider avec ton iPhone comme du design de ton tatou. Là, c'était un peu too much, mais c'était temporaire, tu sais, right? Temporaire, mais t'as une grille de plastique en dessous de ton bras Pas sûr quelque part. si tu passes dans un IRM si ça peut C'est comme un fucker etch ton à affaire. sketch. La minute que tu Ouais. cours, ça s'efface. Puis là, C'est ça. Ouais, c'est ça, c'est quand tu le brasses. Ouais. Mais c'est une bonne. Est-ce que ça coûte cher comme j'ai- traitement? Il y a pas des J'ai prix, pas cette information-là. Mais C'est j'imagine très que ça doit récent et être c'est beaucoup plus cher que du tatou normal. mais dans le sens que c'est l'encre qui va être un peu plus C'est ça, onéreuse. c'est ça. Puis il faut que tu le fasses faire 2 fois nécessairement. Là. Oui. À la date, j'ai pas ces renseignements-là, mais bon, Mais on verra. C'est comme souvent les découvertes. Il y a beaucoup de découvertes qui sont géniales, qui ont été faites à travers l'histoire, mais ils n'ont pas été financées. Ou, donc, c'est oublié, ça vient jamais sur le marché, où on se rend compte qu'il y a un défaut. Donc, peut-être que Ou ça va resurface comme disparaître. 20 ans plus tard, Ouais. quand la technologie fait en sorte que ça devient Que ça tellement devient- cheap à faire. Que ça devient n'importe- viable économiquement, c'est ça l'affaire. Merci. C'est un peu comme la viande qui pousse dans les pétries. Oh. Ça coûte quoi? Le premier steak, elle date comme 25 000 $, à Non seulement produire. ça, il goûte Un rien matin, ouais. ou Non, mais moi, dégueulasse. je suis sûr que le futur de la viande est dans la viande dans le laboratoire. Ben, la Moi viande aussi. synthétique va être en partie faite avec de la vraie viande, mais en partie... Ben, il va y avoir des molécules qui vont cloner après, mais c'est parce que, Ouais. tu sais, là, ça coûte trop cher à les entretenir. Même année, ça va être... Il va falloir être capable de synthétiser le goût aussi, là, ce qui est Ah, je suis la sûr que- difficulté pour l'instant. C'est à cause qu'ils n'ont pas de douleur, man. C'est pour ça que la viande synthétique coûte Mais rien. pense-y, Mais non, toute ta viande synthétique pourrait goûter le bacon si tu voudrais. là. Toute la viande que tu... Ouais. Ils sont même pas capables que le tofu goûte la vraie viande, penses-tu, quoi? Quelle erreur de vouloir faire le tofu qui goûte la viande. Non, surtout quand tu décides de pas manger de viande, Ouais. pourquoi tu veux manger de quoi qui goûte la viande? Pourquoi? Allez, j'embarquerai pas là-dedans, on me fait des ennemis. Donc, OK. Donc, maintenant, je pense que c'est le temps de faire une petite interlude musicale. Ça vous Bon. tente-tu? Fait que chanson de la semaine numéro 1. Et là, je vais demander à notre maestro d'aujourd'hui, le Simon Roy, de nous amener le thème de la chanson de la semaine numéro 1. Parce que là, ce que je veux vous annoncer maintenant, c'est que vu qu'on est retourné à 90 minutes, on l'avait déjà été il y a 3 ans, l'été 2013. Et on avait 3 thèmes de chansons de la semaine. Dans le fond, chansons de la semaine 1, 2 et 3. On va entendre le Et troisième. celui de la 3e de Mikey, il s'était surpassé en intensité. Fait que là, je vous mets un petit peu Un build-up, un petit build-up là, pour la dernière demi-heure de l'émission. Donc, on va y aller avec chanson de la semaine numéro 1. Alors, introduction, s'il vous plaît, Monsieur Roy. La chanson de la semaine! Dans les derniers 10 jours, on nous a annoncé que présentement le script était terminé et ce serait mis en sentier pour un 2e Kung Fury. Et cette fois-ci, ce serait un full feature, entre guillemets, donc un film de pleine longueur. À partir de 60 minutes et plus, on sait pas exactement la vraie durée. Donc, le créateur a probablement eu le backing nécessaire pour pouvoir faire un 2e film de plus ample. Hâte de voir ce que ça va être. Je comprends certaines personnes de penser que la J'en joke... avais assez de 15 minutes. C'est moi, ça, là. c'est Ouais, une puis demi-heure. une demi-heure, le film, ouais. Oui. Moi, le trailer était parfait, le film était trop long. Le clip avec David Hasselhoff Parfait. était méga, Parfait. super, ultra parfait. Parfait, là, intouchable. J'ai super aimé le film, moi, puis j'en voulais plus. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc, de la trame sonore du premier Kung Fury, on parle du groupe The Lost Years. Ça a contribué à près 3 ou 4 chansons pour l'album. C'est la pièce... Hey, ça vient de me sortir. Simon, tu vas m'aider. C'était quoi le titre de la pièce? C'est West Side Lane. Yes! West Side Lane. Donc, la voix de gauche... West Side Lane, ouais. De Lost Years, de la trame sonore de Kung Fury.
Alors, on vient d'entendre West Side Lane du groupe de Last Year. C'était sur la trame sonore de Kung Fury. Ben, hâte de voir ce que le 2 va donner. Même si je sais qu'il y a des gens qui vont dire, ah, la joke a tellement trop duré beaucoup plus longtemps qu'elle aurait dû. Ben, moi, je te dirais, j'ai hâte de voir où est-ce qu'ils peuvent la pousser parce qu'elle était déjà over the top. Là, faut Oui. qu'il aille over top, tu sais. Il y a juste à faire un peu d'études de personnages pour que ça Ouais. soit intéressant. Parce que Ah, j'aimais ça. ses répliques, j'aimais la façon, ben j'aimerais en apprendre plus sur lui ou sur Triceracop ou whatever quoi. Il y a de quoi à faire, je trouve, là-dessus. Parce que veux pas, c'était tous des clips et des justifications pour passer d'un clip à l'autre. Ouais, On se le cachera pas, là. Ouais, non, C'était ça. c'était vraiment juste Un peu comme Machete, le premier, qui était tout un paquet de justifications pour justifier les scènes qu'il y avait dans le trailer Ben, initial. le 2 aussi, là, Machete 2 aussi. Kills Ouais, Kills Machete Again. Kills. Kills, ouais, puis le gars qui va avoir Kills in Space. Hey, il va être dans l'espace. J'ai tellement hâte. Je vais sais être le pas. seul qui a hâte. Je sais pas, ça va-tu être vraiment drôle? On est-tu encore? Hey, t'as-tu aimé Jason X? Ça va, à tout le moins, ça va être Oui, divertissant. puis non. Ok. J'ai préféré T'as-tu aimé Freddy versus Jason. T'as-tu aimé l'abominable lutin dans l'espace? j'ai Regarde, pas vu ça. c'est prometteur. Ça va être poche, mais bon en même temps. C'est ça, c'est que ça va être divertissant pour les bonnes ou les mauvaises raisons, Ouais. tout dépend de Ouais. ton Voilà. angle de Mais dans l'espace. Ah, c'est sûr que ça va être divertissant. Ça, c'est sûr. dans Hey! l'espace. Donc, nouvelle, moi encore. petite nouvelle en vrac, quoi. Yes. Après Harry Potter, les Simpsons et Star Wars, c'est maintenant le tour de Walking Dead d'avoir un parc d'attractions qui What? va être ouvert. What? Oui, en juillet. Ok, je lève la main, là. Oui. Oui, je peux parler. Oui. En quoi est-ce que de un, Walking Dead est à la hauteur comme univers riche à puiser pour des jeux que les 3 que t'as nommés avant, first, et de 2, qui a demandé ça? Universal Studios. OK. Hey, ça va être là. Venez les J'explique. enfants, on s'en va se faire terrifier par plein d'humains en putréfaction qui nous courent après. Yeah! J'explique. Je sais pas si vous savez un peu la ronde, qu'est-ce qu'ils font à chaque année pendant l'Halloween. Non. Oui, je À sais. chaque année. Un des membres honoraires de notre émission des Geeks Contre-Attaque, Nicolas Paquin, qui a déjà fait une critique ici par téléphone, Ah, entre c'est autres. vrai. Il commande des événements à Montréal de temps à autre. Était parmi les comédiens qui étaient dans cet Et exercice. voilà. Our Et House. à chaque année, ça marche très fort, ce genre d'activité-là, parce que le monde aime ça, aller avoir peur, dans le fond. C'est des acteurs déguisés. Il va y avoir aussi des animatroniques, bien sûr. Et celui qui a créé ces animatroniques-là et ces maquillages-là, c'est nul autre que Greg Nicotero, qui est le concepteur des effets spéciaux de la série en personne. Oh, nice. Donc, ce qui est le fun, c'est qu'ils vont pouvoir avoir l'opportunité d'utiliser des moules qui ont été déjà Ouais, c'est pris ça, pour exact. la série et des props qui ont déjà été utilisés pour la série dans une attraction qui est justement conçue comme une grosse maison de la peur moderne. Une maison hantée, entre guillemets, Ouais. de l'Halloween à l'année. Moi, je trouve ça intéressant. Ouais, en souhaitant qu'il donne le budget du premier zombie de la saison 1 plutôt que le budget de la dernière explosion de la saison 1. Ah ouais? Je me souviens pas. Oui, j'ai arrêté d'écouter la série au dernier épisode de la saison 1 tellement ça avait l'air cheap. Ça avait l'air d'un mauvais épisode de Smallville tellement c'est mal fait. Puis tu sais, je suis pas un triple de Smallville. Ou d'ailleurs, en parlant de TV, il y a un deuxième épisode de Preacher ce soir pour les Oui, intéressés. oui, Donc, oui, les intéressés, surveillez oui. ça là, sur le monde qui ont AMC. Vraiment, je recommande chaudement. J'ai très hâte de voir qu'est-ce qui se passe avec Jesse. Mais bon, regarde, on va voir ce que ça va donner. C'est sûr qu'Universal, quand ils décident de faire plonger le monde dans un univers trippant, ça peut Ils ont être le vraiment budget, cool. puis Mais, ça peut mais être un très parc à intéressant. l'envergure. Ouais, de- c'est ça. Je pense pas que ça va être un parc, c'est une attraction. OK, une ok. attraction dans le style maison horreur, ça a de l'allure. C'est ça. Mais moi, quand tu me dis un parc, là, il y a plein de sortes Je me suis d'attractions peut-être- différentes. Il y a comme des glissades zombies, il y a comme le stade C'est la magie de la Guacamole, radio. Guacazombie. Les mots qu'on dit sont intéressants, mais vu qu'on parle tout le temps et rapidement, souvent le mauvais mot est inséré dans une discussion. Mais attraction. Et voilà. Je Une suis, attraction. ça a beaucoup plus de sens. Oui. Ben oui. Et Et voilà. voilà. Un parc, là, c'est comme Ouais, moi, c'est ça. Non, pas au complet. Tu le fais-tu au complet déguisé en zombie quand tu marches plutôt? OK, ce n'est qu'en mon opinion et je me la partage. Mais telle la série Walking Dead, nous allons faire ce qu'on aurait dû faire depuis un bout, c'est-à-dire prendre une pause. Et on va revenir tout de suite après avec la deuxième partie de cette émission. On va voir Phil en grosse forme en Yes. deuxième période. Hein? Yes. CKRL 89.1. Salut les geeks! Vous avez soif d'informatique, de cinéma, de jeux vidéo, d'humour douteux et de tout ce qui se passe dans les confins de l'Internet? Eh bien, abreuvez-vous à la source des geeks contre-attaque, tous les samedis 14h à CKRL 89.1. Et sinon, ben, vous pouvez boire un verre d'eau, hein. C'est tout
important, winner, de s'hydrater. C'est important, l'eau dans la vie. J'ai plus rien à dire, winner. De retour de la pause, revoici les geeks contre-attaque! Et nous sommes de retour pour le deuxième tiers de l'émission des Geeks contre-attaque du samedi. Oh yeah. Le 4 juin 2016. Bravo, Oui, Eric! Ouais, ça a presque pas paru, j'ai réfléchi à haute voix en silence. Donc, ouais, c'est un silence bruyant, on va dire ça comme ça. Donc, deuxième demi-heure. Et là, ce que je veux faire pour cette deuxième demi-heure, Phil, Yes! des fois, je sais, dans le passé, depuis que t'es chroniqueur avec nous, J'ai peur. on t'a coupé l'herbe sous le pied un peu. On t'a placé des contraintes. On s'est mis à déconner sur l'information que tu voulais nous donner et t'as pas eu le temps de tout la donner. Là, la prochaine demi-heure est tatouée. Je vais peut-être même dépasser. Oh, Lordy Lord! Peut-être. Donc, sans plus attendre, Maestro, le thème de Monsieur Jacques, s'il vous plaît. Ce qui serait plus approprié, moi je te le dis, c'est le thème jeux vidéo. Le thème jeu vidéo serait plus approprié. Oh. Oh, ben on va laisser Monsieur Roy aller chercher ça dans la banque. On le met à Mais, l'épreuve. est-ce que tu... Yes! Chronique jeux vidéo! Ouais, faut pas le mettre au défi. Tabarnak! Yes! Ça merci. opère, ça, hein? Hey. Donc, chronique jeux vidéo, tu vas nous parler de jeux vidéo aujourd'hui. Ben oui. OK, puis là, J'ai un top 10 en plus. un top 10. Ouais. Fait qu'on Wow. prend notre temps. Puis, Yes. ouais. Je vous parle du top 10 des jeux vidéo les plus rares et les plus chers. Oh, toute console puis toute époque confondue. Tout mélangé pas mal. Je te dirais que, bien sûr, pour être cher, faut avoir une rareté. Pour avoir une rareté, faut être vieux. Fait que c'est souvent des vieux jeux vidéo. Non, je vaux pas si cher que ça. By the way, Conan puis moi, je pense qu'on devrait faire de quoi? Oui. On a le droit à un try d'essayer d'en guesser un, puis tu nous dis juste au moment où t'arrives dans la liste. Oh. Moi, je dis qu'il va y avoir le World Track Class Meet. Ouais, le truc jeu NS, là. Le jeu d'Olympique qui était une Ouais. édition spéciale, c'est Kate qui Ouais. va dedans. C'est vrai que ça va être dedans. Je vais... Shit. Check bien ça. Ça va être une édition signée par Pac-Man d'une machine d'arcade en or. Ah, tu joues pas pour vrai. Mais honnêtement, je connais plein de jeux rares, mais j'ai aucune idée des valeurs relatives. Mais j'aurais l'impression que probablement que dans les premières machines de Pong officielles, peut-être que la première à vaut super Bon, cher. je te donne dis ça de tout de même. suite tard parce que ça, pour la plupart, c'est des cartouches de jeux. Donc, Ok, des jeux de console, dans le on fond. parle de jeux physiques et non pas des arcades. On va commencer tout de suite par le numéro 10. Oui, le numéro 10. On commence avec E.T. l'extraterrestre par Atari en 83. Le responsable génial entre guillemets, du crash des jeux vidéo de 1983. Tu peux me dire comment ça, qui fait partie des 10 plus chers? Explique-moi C'est ça. le numéro 10. Parce qu'il est rare. Il vaut entre, présentement, 5$ et 1537$. Pourquoi si cher? Si vous essayez de l'obtenir sur le web ou dans un magasin marché aux puces, Ouais, marché aux puces. Hein. vous allez l'avoir pour 1 à 5$, certains. Sauf parce que c'est un jeu assez courant, tout le monde l'a pas mal acheté, c'est un film à succès. Il en reste pas mal de copies. Sauf que on vous avait raconté l'histoire Ouais, on en a parlé du landfill de Alamo Gordo. Est-ce que c'était vrai ça finalement ou pas? Je suis Oui, sûr. c'est vrai. Puis est-ce qu'ils ont trouvé? Il y a eu un documentaire sur le sujet Ouais, que c'est je ça. recommande d'ailleurs. Ouais. Et Ils ont déterré la fameuse pile. Ils ont déterré la vraie pile. Là. Ils l'avaient trouvé. Là. Et ils n'ont pas déterré juste ce jeu-là. Là. Plein d'autres Ils en jeux ont déterré dedans. plein. Mais ce jeu-là est devenu tellement mythique à cause de ça que ceux qui sont sur eBay, à cause Qui ont été déterrés. qui ont été déterrés, Ils vont valoir super cher. ils valent dans le coin de 1537$ pour la plus chère. Puis même, c'est une copie mutilée. Là. Mais là, tu peux pas juste prendre une copie à 5$ du magasin aux puces, mettre un petit peu de boîte dessus, puis la revendre à 1000$. Elle était pas là pour vrai, Conan. Ouais, mais, Elle était comment pas ils font pour le partie de la savoir? conspiration Comment ils font pour le qui savoir? Ah. Oh my god. Ah. J'ai trouvé la faille. Je vais me faire du cash, les gars. Anyway, il n'y a rien de vrai. Je l'ai dit tantôt. En numéro 9, Numéro 9. on a la cartouche Combo Exertainment Mountain Bike Rally
et Speed Racer Ça roule sa langue, ça. au SNES. Ça se dit bien. En hein? 1994, quelle est la gamme de prix? La gamme de prix revient entre 1500$ et 3700$. On commence à monter très rapidement dans les prix. Hein. J'ai un top 10 en plus, fait qu'on s'imagine à la fin. Pourquoi si cher? Dans ces années-là, Nintendo va s'allier avec une compagnie qui s'appelle Life Fitness pour créer le système Exertainment qui combine le jeu un jeu vidéo et la bicyclette d'exercice Exercice Ouais, et entertainment. entertainment, Ah, ouais, c'est c'est- lame. avec un écran de télévision et une console de SNES intégrée. Oh God, ça doit coûter cher, ça. Oui, la bicyclette, incluant la cartouche de jeu, c'est déjà vendu à 10 000$. Oh. Est-ce qu'elle est dans les mêmes mais couleurs là, je que parle- le SNES? Es-tu mauve et grise? Oh, oui, c'est pas très beau, c'est très boxy, c'est pas très beau. Là, je parle Mauve, juste en de... passant, c'était le Super NES. Je veux pas te... Mais c'est ça, c'est le SNES qu'on parle? Oui, Ah, le SNES, on Oui, Ah oui. Excuse-moi, je pensais qu'on parlait de Nintendo encore. Là, je non. Je parle juste de la cartouche en tant que telle. Pourquoi qu'elle est si chère? C'est parce que contrairement à Back Rally, le Speed Racer n'était pas jouable avec sans la bicyclette. Donc, cette cartouche combo, Speed Racer n'existe qu'en cartouche combo. Tandis que Mountain Bike Rally, La cartouche, tu pouvais jouer sur ton SNES normal, donc elle vaut moins cher. C'est un peu comme un Stack-Up puis Gyromite que tu fais pas jouer sans le robot. Mais Ah, tu peux essayer, mais le c'était weird. robot. Oh my God. Rob! Ah, ça, c'était au Nintendo. Nintendo. Ouais, c'est le Robbie petit le robot. robot. Oh my God. Stack up. On continue. est rendu au numéro 8. Le numéro 8. On parle de Super Copa au SNES en 94 encore. La gamme de prix est entre 400$ et entre 6900$. Mais pourquoi? C'est quoi ce Pourquoi jeu? si Super cher? Copa. Pourquoi si cher? Le jeu est une version sud-américaine du jeu de soccer Tony Moella Sidekicks Soccer qui est sorti en Amérique du Nord. Oui. Mais ce jeu-là, qui est très moyen, c'est juste une version alternative, mais cette version-là, alternative, elle est très difficile à trouver parce que le marché était niche, mais les complétistes et les collectionneurs, ça leur prend. Ouais, puis il n'y a pas eu beaucoup de copies d'imprimés, donc... Donc, sur eBay, la valeur est montée en flèche. donc... La 7e position, le numéro 7. On parle d'Atlantis 2, un jeu d'Atari datant de 1982. Atlantis 2. Oui, sa gamme de prix est entre 5 000 et 7 000 $. Pourquoi si cher? Vous me demanderez-vous. Ben non, on fait. Legit. Parce que même si on s'en rappelle moins du jeu Atlantis, qui est similaire, en fait, c'est une mauvaise copie de Missile Common, ça a connu quand même un bon succès dans les années 80 et le développeur a tenu un tournoi appelé Destination Atlantis où les joueurs ont été invités au niveau des États-Unis et de l'Amérique du Nord à envoyer des photos de leur écran de score de leur télévision pour prouver leur meilleur score. Comment faire autrement? Dans ce temps-là, c'était comme ça. Oui, de toute façon, il n'y a pas Photoshop pour truquer les photos. Non. Donc, les gagnants ont reçu une copie d'Atlantis 2, qui est en fait une version modifiée d'Atlantis 1, qui comporte des ennemis plus rapides, une valeur de points moins élevée. Ça rend donc le défi plus difficile pour obtenir des scores plus élevés. Ouais, il existe combien de copies du jeu? C'est dur à dire. Il est assez rare aujourd'hui parce que souvent ces jeux-là, en plus d'être rares à la base, les copies après les tournois étaient détruites. Fait que souvent il n'existe que une ou deux ou trois, pas plus que 100 copies. Là. Il y a probablement une cartouche de la Nintendo World Series là-dedans quelque part dans ta liste. Tu t'en viens là-dessus. Je m'en viens. Donc, Numéro 6. On parle du Nintendo Power Fest Comment t'appelles ça? Nintendo Power Fest. OK. le T est Le important. T est important, je m'en suis rendu compte en le disant. En 94, pour la Super Nintendo, on parle entre un prix entre 10 000 et 10 988 $. Mais pourquoi si cher? Merci, Eric. Puisque tu poses la question, j'ai une réponse pour toi. Nintendo Power Fest a été un concours à l'échelle nationale où les meilleurs joueurs de SNES pouvaient se démarquer de 3 façons différentes dans 3 jeux. T'avais Super Mario Bros. De Lost Level, donc le vrai Super Mario Bros. 2 du Japon. Effectivement. Qui avait pas sorti ici parce qu'on était trop cave pour jouer. Fait qu'ils nous sortaient un jeu pour enfants qui était Doki Panic. Voilà. Puis on remaquillait en Mario pour Mario Bros 2. J'ai une question. Oui. Avez-vous déjà réussi à faire le tour à Mario Lost Level sans cheat? Je me suis tanné. Lost Level, non. Parce que après les 8
8 levels, les 8 mondes normales du Mario, des- comme Mario 1. T'en as 4 autres, le monde A, B, C, D, qui sont extrêmement difficiles. C'est genre, là, c'est du Super Meat Boy level de masochisme. Là. C'est- Oui. Et c'est du level de Mario. Connecter Mario des- Maker un peu. Ça fait penser à Mario Maker. Ouais, à Star. I Wanna Be the Guy. T'as déjà vu des extraits Oh, de ce jeu-là? good God. Qui est un jeu qui est tellement difficile puis qui fait un mash-up de plein de vieux jeux old school, mais c'est comme complètement imbécilement difficile. Ouais, c'est ridicule. Mais moi, j'avais Mais la c'est- cartouche de SNES Avec, avec Mario All-Star, avec le Mario Lost Level. oui. Et oui, j'avais tellement de temps à perdre que je suis très fier de dire que j'ai fait le tour à Mario Lost Level, Wow. mais avec mention, avec l'étoile. Donc, c'est un feat. Nice. Intéressant. S'excuser. C'est parce qu'il n'y avait pas de trophée dans ce temps-là sur Non. les consoles. Là, je m'en donne un en nom Ouais. présentement. Non, mais pas. Donc, on pouvait avec Nintendo Power Fest 94, on pouvait se distinguer à Lost Level, Super Mario Kart et Ken Griffey Jr. présente Major League. Oh, yes. Les personnes qui avaient le meilleur score étaient invitées à venir à San Diego pour participer au Nintendo World Championship 2. 33 cartouches spéciales ont été produites pour la tournée. Oh, seulement 33. OK. Et à la fin de la tournée, la plupart des cartouches ont été retournées à Nintendo pour être réutilisées pour les pièces. Oh. De ces 33 Sauvage. cartouches, seulement 2 copies ont refait surface à ce jour. Oh! Ce qui explique le prix Le de prix. 10 000 Ok. et 10 000, 11 000, entre 10 000 et 11 000 Parfait. Donc, on est à moitié de la liste de fêtes. Oui. Je pense que ce serait justement le temps de placer une petite interlude musicale. Donc, Tout à chanson fait. de la semaine numéro 2. Simon Roy, s'il vous plaît. La chanson de la semaine 2! Ah, et la voix de Mikey avec un peu plus d'intensité. Mais... Elle s'en vient. Donc, chanson de la semaine numéro 2, c'est gracieuseté du iPod de Monsieur Jacques. Donc, Monsieur Yes. Jacques, qu'est-ce que tu nous présentes musicalement? Ben, comme j'arrivais avec du stock de jeux vidéo, j'ai commencé à faire le tour pour des covers de jeux de Super Nintendo et je me suis rappelé que la toune de Star Fox, elle rockait déjà pas pire. Oui. Donc, j'ai On s'en ramené- est servi comme intro de l'émission, d'ailleurs, pendant plus d'1 an. Oui. Donc, j'ai ramené un cover métal, un style un peu power metal, fait par un YouTuber qui s'appelle Timmy Jimmy. Et c'est très intéressant. Et on écoute Ouais. ça présentement au Donc- Geek Contre-Attaque.
Alors, on vient d'entendre, comment tu disais le Tim Timmy? Cornelia. Cornelia Thème, Yes. repris métal par le YouTuber Tim Timmy? Ouais. Tim Timmy. De quoi de genre, hein? Là, tu me prends là, au dépourvu pendant que mes notes sont pas ouvertes. Hein. C'est Timmy Jimmy. Timmy Jimmy. Puis l'autre s'appelle Jimmy aussi. Oui, c'est Il y a Jimmy, puis il y a Timmy. Oh. Ouais, c'est les Bloods contre les Crips. Donc, quel personnage fascinant de South Park. D'ailleurs, donc, Oui. messieurs, on va continuer ton top 5, ton top 10 et on est rendu Au numéro 5. T'as-tu fini, là? oui. OK. on parle, en numéro 5, on parle de Red Sea Crossing, un jeu encore d'Atari, en 1983, qui se range dans les prix entre 10 000 $ et 13 877 $. J'aime ça, les prix Est-ce précis que comme ça. le gameplay de ça, c'est de pas perdre le moins de juifs possible? Mais pourquoi si cher? Mais pourquoi si cher? Je suis content que tu me le poses la question, Eric. C'est un jeu... C'est un jeu custom spécialement créé pour des organisations chrétiennes où Moïse doit traverser la mer Rouge, attaqué par des poissons et des Égyptiens en colère. Il ne doit pas perdre ses juifs. Conan to win. Ben, Il ne doit en rester qu'un. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Le but, c'est pas de se perdre dans le désert pendant... 40 ans. C'est ça. Oh, 40 ans. Lordy C'est réaliste, hein? Très réaliste. Sur cette remarque. Numéro Non. Oh! Pourquoi si cher? J'ai pas Oui, fini. non, là. c'est pas pourquoi? parce que Ok. juste un jeu de Moïse que c'est cher de même ici. Non, c'est vrai. Eric. Seulement quelques centaines de cartouches ont été fabriquées pour une distribution exclusive par correspondance à l'époque. T'as peu. Quoi? Distribution exclusive par correspondance. Genre, comme quand, hey! Tu m'as gomme avec Scott Joe, c'est dit que si j'envoie 16 000 coupons, on va avoir des lunettes rayon X. C'est, ouais. Wow. Puis comme ils ont vendu par surprise très peu de copies parce que faut se rappeler que pour les chrétiens extrêmes aux États-Unis, les jeux vidéo c'est le démon. Donc ça a pas pogné. Puis la balance a probablement été détruite, ce qui fait que 2 seuls exemplaires de ce jeu sont dans des items et des collections privées. Je sais pas très qui ça a été rares. détruit, man. Par qui? Par Satan! Ben non, c'est pour répandre le satanisme, donc ils voudraient pas qu'il soit détruit. C'est compliqué. On est en train de se faire des ennemis, je pense. Là. On est mieux d'arrêter ça. Numéro 4. En numéro 4, on a le Nintendo Campus Challenge au NES. Le Campus C'est ça, ces Challenge. titres-là, man. Écoute, c'est fantastique. En 91 et 92, qui varie entre 14 000 $ et 20 100 $. Mais pourquoi si cher? Et voilà, Eric, je vais te le dire. Parce qu'au début des années 90, Nintendo a tenu une compétition sur les campus universitaires au Nintendo Campus Challenge pour le Spring Break. Donc, c'est le moment où le ressort casse. Les joueurs ont C'est pu non voilà. seulement se concentrer quelques minutes pour pouvoir jouer à des jeux vidéo au lieu de brosser et faire d'autres niaiseries, Ouais. mais ils ont eu 6 minutes pour jouer pour des scores élevés dans les versions démo de 3 jeux, donc Super Mario Bros 3, Pinbot et Dr. Mario. Pinbot. Ouais, c'est un genre de pinball avec des robots. Un peu comme le baseball avec Ah, des robots. ok, BOT. Ouais, Pinbot. T'avais des Pinbot. Base Wars aussi avec des Pinbot. robots qui jouent au baseball. Ouais, ça, je m'en souviens. La plupart des copies du jeu ont été détruites après la tournée, mais un employé de Nintendo malicieux a gardé sa copie. C'est donc le seul exemplaire connu de ce jeu jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Numéro 3. On a le 1990 Nintendo World Championships, édition grise et dorée. Oui. C'était celui-là que t'as collé, je pense. Hein? Ouais, c'est ça. En 3e place, je suis pas prêt. Pas pire. Nice. Qui oscille pour la version grise entre 8 500 et 20 200 $, et la version or, 26 677 $. Mais mon cher Philippe, pour quelle raison cela est-il si onéreux? Voilà, mon cher Eric, parce qu'en 90, Nintendo a organisé un tournoi de jeux. C'est souvent ça, hein? Ouais, des tournois, ouais. On arrête. Bon, c'est bon. Bye. Non, continue. Ils ont organisé un tournoi si près, mais maintenant, de si jeux loin. entre 30 villes pour trouver le meilleur joueur du monde. Dans 30 villes. Ouais. Ouais, mais Le meilleur. mais on sait bien que c'est le petit gars dans le film. Le Wizard. Ben oui. C'est pas le meilleur des 30 villes. Non, là, non, de compétition, au monde. là. C'est le meilleur au monde. Probablement de l'univers. Moi, j'ai Les aussi loin joueurs que ça.
les joueurs devaient obtenir le meilleur score dans des versions démo de Super Mario Bros, Rad Racer et Tetris. Le tout dans un délai de 6 minutes. Hey, Rad Racer, pour ceux qui ne savent pas, le premier jeu dans lequel la trame sonore était composée par Nobuo Uematsu, qui a fait les trames sonores de Final Fantasy, a commencé sur Rad Racer. Malade. Rad Racer. Merci Eric pour cette De rien. raison de... en tout cas. À la fin de ce tournoi... Non, mais hey, c'était l'actualité, excuse-moi. Oui. Parce que pour les fans de Nobuo Uematsu, on va en parler un peu plus dans les prochaines semaines, mais cette semaine sont mis en vente les billets pour le A New World, donc l'orchestre symphonique qui reprend les chansons de Final Fantasy, Nice. qui va être au Palais Montcalm Oui. au mois de novembre. J'ai déjà un billet d'acheter avec quelqu'un. C'était Donc, ça, cet événement-là. Je pensais que c'était juste la tune d'Aladin, non. Whole New World, pendant non, comme... non. Non. Parce qu'on a été à Montréal il y a quelques années avec Monsieur Maheu, et là, ça s'en vient à Québec. Wow. Donc, ça faisait du sens que je le plug. Ben oui. Fait que Fais merci comme si j'avais rien d'interrompre mon top 10. De rien! Hein? C'est l'animateur, ça. On y fait confiance. Bon, je disais donc... Au moins, arrête pas de parler de décès tout le temps, on continue. 1h30 qui disait Nintendo World Championship, on disait l'édition grise et dorée. À la fin du tournoi dans chaque ville, les gagnants de chacun des 3 groupes d'âge ont reçu l'une des 90 cartouches spéciales du championnat en version grise. Une version or a été envoyée à ceux qui ont gagné le concours publicitaire dans les pages du magazine Nintendo Power. Oui. Donc, seulement 26 de ces cartouches dorées ont été produites à ce jour. Donc, numéro 2. En numéro 2, Air Raid d'Atari 1982. La gamme de prix entre 3 000 et 33 433 $. Qui fait? Parce que c'est un des rares jeux d'Atari à avoir un boîtier bleu en forme de poignée, en forme de T. Je sais pas si t'as déjà vu ça. C'est vraiment weird. C'est comme une cartouche d'Atari, comme une poignée sur le dessus. Fait qu'on dirait un C'est T plus facile de la gigantesque. sortir parce Ouais. que je me rappelle que les consoles-là, à l'époque, pour les kids, ça pouvait être compliqué d'enlever la cartouche parce que le plastique, à un moment donné, avec la chaleur puis dans les températures de Ouais. pièces changeantes, se contractait. Donc, ta cartouche, une fois rentrée, rentrait restait serrée, puis était coincée. très dur à sortir. Fait qu'on en fait avec des genres de poignées, tu te rentrais les doigts. Clic, C'est très et rare t'allais parce sortir. qu'on est en fin de vie pour l'Atari. Oui. C'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup de ce type. C'est aussi le seul jeu connu par la compagnie Menavision ou Menovision. Regarde, ils sont même pas sûrs du nom de la compagnie. Fait que ça va mal. Et seulement 13 exemplaires sont existants, dont un seul complet avec son emballage et un manuel d'inclus. Wow. Et, maintenant, roulement de tambour inaudible. Numéro 1. En numéro 1, Stadium Events de NES en 1987. Oui, Stadium Events, bien entendu. Encore le roi de la montagne, là, depuis qu'il y a des compilations de ce genre-là. Stadium Events, c'est toujours le top jeu. of the top. Et pourquoi? Ouais, pourquoi donc? Parce que Mais le prix? la gamme de prix est quand même entre 2600 et 41 300 $ pour la cartouche. Et là, je le pose de façon sincère et candide. Pourquoi si cher, J'ai pas Philippe? terminé, Eric. Parce que la boîte seule s'est déjà vendue à 10 000 $. La boîte tout seul. La boîte tout seul. Rien dedans, là, juste le... Maintenant, tu peux me poser ta question, Eric. Comment ça qu'elle coûte cher de même, man? Pourquoi diantre est-ce aussi cher? Parce que c'est un des rares jeux disponibles en Amérique qui a été fait pour le Family Fun Fitness, un matelas qui sert de manette. Ouais. Hein? Nintendo a acheté les droits pour ce jeu-là et le tapis en 1988 parce que là je voyais où ce que tu voulais t'en aller avec ça et les a republiés sous le nom de World Class Meets incluant Ouais. le contrôleur PowerPad Pro. Ah, que ok, tout le c'était monde a comme, connu. c'était comme le prototype C'est le du prédécesseur. PowerPad avec le jeu de World Class Track Meet. Donc, Et voilà, c'est ça. C'était pas loin. Pour éviter la confusion entre le PowerPad et le Family Fun Fitness, Nintendo a retiré toutes les copies du jeu original et les a détruites. Seules les 200 copies déjà vendues ont survécu. Donc, ok. voilà pour le top 10. Donc, des c'était jeux. les jeux qui coûtent le plus cher. Maintenant, faudrait faire la comparaison, notre prochain décompte. Genre, quel jeu...
c'est quoi le plus grand gap entre le prix à laquelle un jeu était vendu puis le prix qui vaut cette heure quand on a vu le jeu qu'on avait dans les mains. Mais ça c'est une liste qui aurait pas de fin, là. J'ai l'impression que Duke Nukem, la version 3D, là. 3. Mais non, c'est qui est sorti il y a pas longtemps. là. Duke Nukem Forever. C'est-tu Forever que ça s'appelait? Ouais, ben ça c'est l'équivalent en jeu vidéo de l'album Chinese Democracy de Guns N' Roses. Exact. Un enfant le plus attendu C'est au genre- monde. c'est ça, pendant 14 ans, t'attends que le produit arrive, puis ça peut pas être à la hauteur du hype, c'est impossible. ça a Non été- seulement ça, c'est un mauvais jeu. Ça, ou même je sais pas, vous vous souvenez aussi de la débâcle de Romero, là, le Ouh! Daikatana. Hey, Daikatana. Il y a eu un jeu aussi après, là, après Daikatana de Romero, que c'était comme un squad base en enfer, là. Ouais, parce que Ah, c'était pas bon. non, Oh. Ouais, ben Romero était comme une rockstar à l'époque et il en a pris pour son rhume et Ouais. son Ouais. ego a été ramené au plancher. effectivement. Le gars est plus humble présentement. Ce qu'on va faire, alors où on se parle, c'est qu'on va prendre une petite pause et je vais laisser toute la demi-heure qui reste à nos élucubrations, bien entendu, mais aussi à Sir Conan Arsenault. Donc, on va y aller en pause, puis on vous revient après pour le dernier tiers des Geeks contre-attaque. Kalachnikov, la compagnie, a décidé de refaire un branding, de refaire l'image du très vieux et quand même vénérable fusil, le AK-47. À partir de maintenant, le Kalachnikov, mesdames et messieurs, est une arme de paix. Toute l'actualité techno dans l'émission Les Geeks contre-attaque dans un instant. Ouais, c'est ça. C'est des chips de 6 pouces de large et de 4 mm d'épais. Voilà. Ouais. Ils sont plus gros que les chips ordinaires en plus. Qui viennent avec un petit sachet que ça a l'air de la mayonnaise, mais en réalité c'est du Saint-Doux. Ouais, puis il y a comme plus de sel dedans. Puis en dedans, il y a du gravy. Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est la sauce qui tient le sel ensemble. Oh my god, qu'on est rendu loin! Le sac lui-même est frit. Les propriétés Marvel, Disney, Star Wars, Square Enix, Final Fantasy, dans la série qui... De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. Thanks, Frank! C'est maintenant la troisième demi-heure des Geeks contre-attaque. Et ce que je veux faire avec celle-là, dans le fond, c'est que... Même chose, dans le fond, on va s'amuser avec... un peu, on va parler de film, mais on va en parler avec quelqu'un digne de ce nom. Donc, je recule ma chaise, je me prépare. Ouh. Parce que... C'est un peu trop intense à chaque fois. On Ta va réaction est avec- trop forte à chaque fois. On va avec le thème de Conan Maestro, s'il vous plaît. Après Conan le barbare, Conan le destructeur et Conan le bibliothécaire. Voici Conan l'Arsenault. Tellement hot! Ah non, j'ai tellement flexé en dessous de mon linge. Oh my God. Regarde. Trop badass pour un genre de calinours dans le fond. Ça n'a pas rapport, hein, non, exact. Là, je suis bien d'accord. Tellement Donc, hot. Donc, hey, Conan Arsenault, tu nous parles de quoi aujourd'hui? là, je vous parle de 3 films. Oh! 3 films. Des bons films. Des bons films. Ah, pour Ça a une fois, été une belle, le ça a été changement. une belle récolte. Un bel échantillonnage. Ouais, un bel échantillon. Je vais commencer par... ok, on va commencer par celui-là. Je vais commencer par le film de Louis Leterrier. Louis Leterrier, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui, les je gars. sais un peu c'est qui. C'était un des protégés de Luc Besson un certain temps, avec Olivier Mégaton et une couple comme ça, qui a essayé d'emmener dans le cinéma d'action français et qui ont percé un peu aux États-Unis avec des films qui ont eu un succès mitigé. Louis Leterrier, on parle du Hulk de Marvel. entre Exactement. autres, Mais sinon, c'est Transporteur puis Ouais. Unleashed avec Jet Li qui a Oui, réalisé. qui était bon. Ouais, il y a quand même réalisé une couple de bons films, mais il y a aussi fait les deux incroyablement mauvais Clash of the Titans Ouais. et puis Now You See Me. Donc, non, je peux pas dire que c'est un bon réalisateur. Non, parce que c'est un coup de dé. On va Ouais. dire ça comme ça. Mais donc, sa dernière réalisation, c'est les Brothers Grimsby. Donc, avec le très populaire Sacha Baron Cohen, aussi connu sous le nom de anciennement Borat et Bruno. Très et- populaire, très invisible ces temps-ci, je te dirais. hein. Ouais, Ben, c'est c'est vrai que- que c'est un peu vieux sa popularité. Il y a ça, mais il y en même temps le fait que ces projets demandent beaucoup de préparation. Ça fait que souvent, après ces projets, la promotion de ces projets, il disparaît pendant Ouais. 1 an, 2 ans, ressort avec de quoi. C'est un gars qui est comme... Il est
complètement absorbé dans ses projets. C'est assez fascinant de voir son œuvre jusqu'à maintenant. Ouais, mais là, je te dirais ça, c'est que... un film plus standard. Ouais, c'est ça, vraiment. Là, y a pas on sent pas qu'il y a une espèce de gimmick en dessous que, tu sais, que justement, qui a demandé de la préparation de, comme, ça. quand c'était Borat puis quand c'était Bruno, tu sais, il fallait qu'il se fasse. Là, c'est vraiment plus une comédie bien normale. Dans le fond, c'est deux jeunes frères, qui restent dans une, qui restait dans la petite ville de Grimsby, qui est un peu une petite ville d'Angleterre, très très petit quartier, un peu white trash, tout le monde se connaît, séparés lors de l'adoption, et ils se retrouvent plus tard. Donc, Sacha Baron Cohen est encore, lui, à Grimsby, un peu l'espèce de gars populaire du petit village, mais c'est pas un personnage détestable, mais tu sais, mettons, il est pas très brillant, il est pas très... C'est l'équivalent d'un redneck ici. Donc, c'est un gars c'est un hooligan de sport, qui écoute ça, qui est tout le temps en train de boire de la bière. Ouais, c'est ça, un espèce de hooligan, c'est ça, un peu colon. Le film commence avec lui qui baisse sa femme, puis là, il se lève la tête, puis il dit on va le prendre, puis là, ils sont dans un magasin de matelas. Ok, c'est le genre là, mais c'est parce que, tu sais, l'humour est vraiment crasse. Ouais. Vraiment extrêmement crasse. L'acteur aussi qui joue son frère, là, qui fait Mark Strong. Mark Strong. Qu'on Ce a vu gars-là, faire des petits rôles dans certains films, dans Kingsman, entre autres, mais dans une couple de... J'adore l'aura que dégage cet acteur-là. Je suis d'accord. Le gravitas, comme certains diraient. Je veux que lui et Andy Garcia jouent ensemble, qu'ils fassent des frères. Oui, genre un duo de frères criminels là, hey, les deux ils le feraient en mort. Donc puis justement Sacha Baron Cohen comme le gars populaire et le frère qui est rendu une espèce de super agent ultime avec des verres de contact qui relie au poste central qui sait tous les moves ever de Bourne. Que lui se retrouve dans une histoire, donc il se fait cacher par son frère dans la petite ville et il se promène un peu partout. Honnêtement, c'est assez ordinaire comme film. Il y a quelques bons gags. Entre autres, un gag concernant un éléphant que si vous avez le cœur solide, je vous conseille cette joke-là, mais vous vous souvenez dans Ace Ventura 2 quand il sort? Oui. Imaginez quelque chose qui s'apparente à ça, mais dans l'esprit extrêmement tordu, pervers, sexuel, bizarre de Sacha Baron Cohen. Tant que c'est pas la joke du fermier dans Freddy... c'est pire. Non, c'est pire, man. C'est pire que tout ce que j'ai vu. Honnêtement... Parce que Tom Green... Quand je l'ai parlé à mes amis, c'est le... Ouais, va te faire foutre Freddy. Va te faire foutre Freddy, là. Quand Tom Green dit « Je te fermier. » Tu te souviens ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait déjà? Rappelle-moi là. Je suis oublié de ça le se dire. dit pas, non. Ouais, c'est ça. Mettons qu'il... Il fait de quoi avec une vache, hein? Non, ça peut pas être une vache, d'un, parce qu'il... c'est un taureau. Ah oui, non. Non, mais c'est pire. Non, c'est bien pire que ça. Non, c'est bien pire que ça. C'est ça. C'est bien pire que ça. Mais donc, ce gag-là, honnêtement, j'étais comme, ok, ils sont vraiment allés loin. C'est le pire gag de ce genre-là que j'ai vu. Mais j'ai ri de tout mon cœur innocent. Mais c'est un peu comme dans Le Dictateur, tu l'as vu? De Charlie Chaplin? Non, dans Le Dictateur, un des derniers films de Sacha Baron Cohen. La passe, je veux pas faire de spoiler. Je veux juste dire qu'il y a un endroit dans le film où ce qui fait du rappel avec une corde, puis qui frappe dans une fenêtre de building. Puis ceux qui ont vu la scène savent de quoi je parle. Et c'est tellement grossier, surprenamment, escalade. Ça passe de rien à wow, on est rendu là. Mais ta réaction de base, c'est juste tu ris nerveusement, tu peux pas faire autrement, c'est ton seul réflexe. C'est ça aussi. J'ai ri comme un imbécile de cette scène-là. Puis après, j'étais comme, mais pourquoi j'ai ri de ça? C'est complètement lame. Mais c'est ça, c'est vraiment ça. C'est le genre de joke dont t'as honte. Oui, c'est vraiment, pour de vrai, là, tu sais, comme je suis content d'avoir vu, mais je me dis, si j'avais travaillé sur ce film-là, oh my god, je suis pas sûr que je serais présenté sur le plateau ce jour-là. Mais donc, les frères Grimsby, il y a une bonne chimie quand même entre les deux acteurs, mais sinon, somme toute, là, c'est une comédie, il y a rien qui m'a surpris là-dedans, à part quelques gags, mais c'est ton point de vue de ce qui se passe, la manière que les affaires se passent, il y a rien vraiment là, mais c'est avec une coupe de bière dans un bon contexte, une comédie qui passe très bien, un 6 sur 10 mettons. C'est un 6 sur 10 mettons. Donc le deuxième film, c'est un film qu'on en a parlé ici, toi Shigeri, que c'est un sujet qui te tient à cœur. C'est le film Keanu avec avec mes chers Kenny Reeves, mais surtout des chats. Non, c'est ça. Mais Kenny Reeves est dans le film, techniquement, il fait la voix du chat. C'est ça, j'ai dit. Ouais, c'est ça. Le chat s'appelle Keanu, mais c'est un petit chat qui est égaré et deux gars qui veulent le retrouver. Et les deux gars sont incarnés par Keegan and Peele, dans le fond, le duo comique hyper populaire, qui ont une chimie de Mongols qui font ça depuis des années aux États-Unis. Donc, je sais pas si tu savais d'ailleurs un petit tidbit par rapport à l'émission Key and Peele. Oui. Il était pas supposé être deux dans cette émission-là. Les producteurs voulaient une émission solo.
d'un gars qui faisait des sketchs. Mais quand que les deux sont arrivés, il y en a un qui a, il a donné la réplique à l'autre. Pour les ils se sont rendus auditions. compte que, oh my god, leur chimie est, tu sais... Fait que là, ils Ils ont ont pris donné les deux. Ah, C'est hot pareil, parce que moi, je trouve que c'est une des meilleures émissions. D'ailleurs, une émission à sketch, là. émission en sketch, Key and Peele, si vous connaissez pas, je vous recommande fortement leur émission. On va mettre une coupe de sketch peut-être sur la page des geeks. C'est à la très hauteur, drôle. sinon meilleur encore que Mitchell and Webb, pour ceux qui ont déjà suivi ça pendant un temps. Mais C'est pas dans les brit- mêmes eaux, mais c'est aussi bon. C'est aussi bon. aussi bon. C'est moins intellectuel que Mitchell and Webb, mais c'est de tout aussi grande qualité, là. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, qui à nous, c'est ça, c'est l'histoire d'un petit chat qui qui se promène d'une gang de criminels à une autre. Là, ça a l'air, il y a comme un historique. Puis il y a un pattern, ça, ouais, il y a chez vraiment un le pattern. Puis il se ramasse chez un des deux gars qui lui vient de vivre un break-up, donc une il est tout rupture, seul, ouais. une rupture. Merci beaucoup. Donc là, il se sent isolé et tout. Le petit chat arrive, il est dommage content, mais là, il se ramasse dans un espèce de deal. Donc, faut qu'ils aillent chercher leur chat chez les méchants et se faire passer pour des thugs. Quand que les deux gars, c'est deux gars ben, c'est pas du tout. C'est comme si moi des et Eric, on criminels. serait passé pour des thugs. Non. Ça marcherait Ben, pas. ça serait d'une bonne comédie. Ah! Voilà. Donc, sérieusement, tu sais, j'ai trouvé que le film était très drôle. Il y a pas vraiment de moment où tu sais, il y a pas de moment où j'ai fait comme, hey, wow, cette scène-là est comme parfaitement drôle. Il y a plein de très très bons moments, très bons moments d'improvisation entre les deux. Il y a des bons moments qui sont pleins de comédie, mais overall, le film est un peu faible quand même. OK. Surtout pour le cast qu'il y a puis les deux acteurs qu'il y a dedans. Parce que beaucoup de Ça monde... file-tu comme un sketch un peu trop long? Un petite affaire. OK, ouais. Un petit peu. C'est pas si pire que ça, dans le sens que, tu sais, mettons, je prends exemple, mettons, Wayne's World, ou tous les autres films qui sont partis de sketch, tu sais. Oui. Ça ressemble un peu, ça s'inscrit là-dedans. OK. Tu sais, Wayne's World, ça ressemble pas à un sketch, mais quand tu sais que c'est un sketch, c'est comme, ah ouais, comprends un je peu. peux voir d'où ça Les vient. airs de parce- Saturday Night Live dans Mais le faut fond. que tu c'est fasses ça. attention. Oui, parce que je suis tellement trop biaisé. J'ai adoré Wayne's World. Je venais Moi à ce aussi, film-là. moi, ce film-là, c'est une religion, là. Puis certaines séries de films, des sketchs de SNL qui ont été des succès monstres. Ouais. On parle des Blues Brothers. Ouais. On parle de Nuit au Roxbury. MacGruber, New Roxbury, Ah, c'est horrible. Ah, puis Name It, là, il y en a un paquet, là, donc... Donc, combien de chatons sur 10? Donc, moi, honnêtement, c'est un, je vais dire un 6 aussi sur 10, là, sans problème, dans le sens qu'il y a des bons moments, mais, c'est peut-être pas 6 l'affaire chatons que... et demi. 6 chatons et demi. 6 chatons et 2 pattes. Sur 10. Mais, je recommande plus leur émission de sketch show qui est Key and Peele que le film, mais ça c'est peut être un très bon ça film. peut être un bon portail pour découvrir Oui, ces c'est gars-là ça. et d'aller voir un peu qu'est-ce C'est qu'ils font exactement ça, ensemble. parce que si tu vois ce film-là et t'es trop drôle, c'est officiel que le show, tu vas, tu sais, capoter parce qu'ils sont encore meilleurs dans le show, vraiment, Excellent. très très bon. Yes. Et bon, avant de passer à ton troisième film, Yes. je pense qu'on va passer avec une petite interlude musicale. Donc, je vais demander à Simon Roy d'enfin nous passer le thème de la chanson numéro 3. La chanson de la semaine 3! Oh my god! Ouais, Conan, c'est la première fois qu'il l'entend. Ah, et Mikey était en forme. Donc, chanson de la semaine numéro 3. Et là, je vais piger dans ma talle préférée, c'est-à-dire le site internet overclockremix.org, sur lequel j'ai trouvé la semaine dernière, voilà. Un des très peu nombreux remixes du jeu Dark Souls, qui a quand même une trame sonore pour ceux qui ont joué relativement mémorable. Parce que ça joue beaucoup sur l'ambiance, bien sûr, et la répétition. Donc, quand t'arrives à certains endroits, certaines tunes vont te réconforter. Tu te dis, ah, je suis revenu. Ah, je suis là, je suis correct. Et là, on parle d'une chanson qui est un petit peu plus une situation de stress de Dark Souls. C'est la chanson thème du combat de boss de Ornstein and Smough. Donc, c'est les deux boss que tu combats en même temps, là, ouais, c'est ça. Très, 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 très compliqué. L'énorme et le petit avec la lance. Et si, dépendant lequel tu t'en premier, l'autre devient énorme parce qu'elle sort les pouvoirs de l'autre. C'est compliqué. C'est Donc, Laurel et Hardy de Dark Souls. genre. Et donc, c'est un remixeur de longue date, là, Rotaka, qui fait ça depuis une douzaine d'années sur le site, qui reprend le thème de cette chanson-là. Ça s'appelle c'est Night and Executioner, si je me trompe pas. Donc, et c'est disponible sur Overclock Remix là, depuis 2 semaines. Ça sonne comme ça s'en vient.
Donc, on vient d'entendre de Rotaka, c'est Night and Executioner ou quelque chose du genre. C'est disponible gratuitement sur le site overclockremix.org. Et si vous vouliez savoir sur quoi qu'on s'ostinait avant, pendant la pause, va falloir écouter pendant la pause sur notre SoundCloud. Oui, c'est ça. Donc, ça va être disponible Pendant la semaine. Pendant la semaine. Donc... On poursuit. On poursuit avec la 3e critique de film de Conan L'Arsenault. Donc, un film que j'attendais depuis très longtemps, parce que moi, je suis un gros fan de ces créateurs-là, et c'est les frères Cohen qui nous ont sorti Hail Caesar. Donc, avec George Clooney, je crois. Oui, il y a du monde en maudit dans ce film-là. Josh Brolin, George Clooney, Ralph Fiennes, Scarlett Johansson, Tilda Swinton, Channing Tatum, Jonah Hill, pour n'en nommer que quelques-uns, le reste, je les connais pas. Donc, mais il y a beaucoup de monde. Donc, qu'est-ce que l'histoire de Hail Caesar? Je vous dirais là que c'est un peu comme tous les films des frères Cohen. Il n'y a pas juste comme une chose qui se passe, il y a plein d'affaires en même temps. Mais principalement, on suit Josh Brolin qui est il est pas à la tête d'un studio, mais c'est lui qui va rencontrer les gens et faire des décisions pour la tête du studio. Ça se passe dans les années 30, si je me trompe pas. J'aurais l'impression un peu plus que... Non, c'est plus tard que ça. C'est dans le temps qu'il y avait peur qu'il y avait des communistes aux États-Unis. Donc, 40-50. Ouais, j'ai l'impression que c'est plus dans ces années-là. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est dans les années 50... Pré-guerre froide. Pré-guerre froide, ouais, exactement. Donc, et c'est Josh Brolin qui doit aller régler plein de problèmes dans plein de productions différentes. Donc, dans une production, c'est une actrice qui veut pas faire telle affaire. Dans un autre, c'est un acteur qui s'est fait kidnapper. Donc, et puis là, c'est lui qui se promène d'une place à l'autre, qui va toujours, régler les problèmes. C'est... j'ai l'impression que ce film-là, des frères Cohen, je pense que c'est comme le film le plus brillant des frères Cohen. Hein? Ouais, mais je pense que c'est le plus hermétique en même temps. Parce que c'est un film qui parle d'Hollywood. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'événements là-dedans. Puis de références. De références dans des choses qui sont à l'intérieur d'Hollywood même. Que dans le sens que si t'es pas nécessairement dans cet univers-là à 100%... Il y a plein de choses que tu vas passer à côté de. C'est ça. Ou des situations que tu vas voir. Ok, je comprends, le personnage a fait telle affaire. Mais c'est parce que c'est en référence à une vraie affaire qui s'est passée. Fait que j'ai l'impression que c'est un peu ça. Un peu comme The Producers, qui est très bon, mais il faut que tu connaisses la business pour ça. C'est exactement ce genre après ça, voyons aussi Birdman, à un certain degré, qui est vraiment pour les theater geeks, dans le fond, ceux qui tripaient sur les comédies musicales. Une fois que t'es là-dedans, tu comprends pas mal toutes les références, mais sinon, tu sais qu'il y a des choses que t'échappes pendant que tu l'écoutes. J'ai l'impression que c'est un peu ça, parce que tu sais, c'est sûr que là, en plus, on parle des studios des années 50. Donc, on est encore assez loin des studios, mettons, avec des stars que nous, on aurait pu... S'il a fait un film qui serait passé dans les années 2000, il aurait pris des noms différents, mais on aurait reconnu quand même des archétypes. Un peu comme quand il avait fait le film Hollywoodland. Oui, avec Ben Affleck qui faisait Superman. Ironiquement, puis qui a fait Batman qui se bat sur l'instant, c'est très drôle. Mais donc, moi, ce que j'ai trouvé particulièrement brillant de ce film-là, c'est que on voit... Comme quand Josh Brolin va, mettons, d'une production à l'autre, on voit des courts extraits de ces productions-là. Puis ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que ils réussissent à reproduire exactement comme quand ils vont nous montrer, quand ils vont dans le studio, que c'est une espèce de film de danse aquatique, l'extrait qu'on voit du film, c'est tellement proche de vraiment les vrais films qu'on voit dans le temps. Ils ont respecté tous les codes cinématographiques au genre propre dans leur propre film de l'époque. Mais tout ça, tu sais, comme ils naviguent à travers le cinéma pour aller régler des problèmes, pour faire des films. Puis George Clooney, d'ailleurs, s'est fait kidnapper justement par une gang de communistes, là, de scénaristes communistes qui essayent de le brainwasher. Puis il y a plein de situations qui sont... C'est très... Il y a personne d'autre que des Cohen qui aurait pu faire ça comme ça. N'importe qui d'autre aurait pris ces situations-là, ça aurait été cheap, cheesy. Peut-être... Paul W. Anderson. Non, je pense pas. Ça aurait été plus froid, ça aurait été plus... Non, ça... Là, il y a quelque chose de très, très... comme on dit en anglais, l'expression tongue-in-cheek, là, très, très facile. Tu sais, comme on sait que c'est tout en jokes qu'ils font, même si... Pince sans rire. Merci beaucoup, pince sans rire. Parce que il y a aussi l'histoire... Parce qu'il y a aussi... L'histoire des films est comme un peu en parallèle avec l'histoire du film qu'il nous raconte. Tu sais, comme George Clooney, son personnage, il fait un film d'un Romain qui découvre la foi de Jésus. Mais lui, dans le fond, il fait découvrir le communisme en dessert. Ouais, mais puis en même temps, il découvre le communisme. Mais c'est parce que le film est comme chargé de plein d'images symboliques. Comme le film se termine sur lui qui regarde Jésus, puis qui fait un gros speech, oui, l'homme de Dieu est là, puis tout ce qui nous manque, c'est voyons.
Là, tu sais, couper, le mot, c'est la foi. Ah, la foi, c'est ce que j'avais pas. Boum, le film arrête. C'est comme, oh, tu sais, il y a plein d'espèces de messages qui sont passés qui vont plus loin que juste l'effet comique qui est là quand même. Plusieurs niveaux Fait de que je compréhension. pense que c'est pour ça que moi, je dis que c'est comme le plus intelligent des Coen, parce que c'est un film à réécouter, même s'il il a l'air un peu plate au début, mais il y a plein d'affaires comme cachées, là, si on veut. Il faut savoir de quoi on parle. Mais vraiment, on y va en subtilité. Là. Ralph Fiennes est très très bon. L'acteur qui va faire le prochain Han Solo, Oui. il joue là-dedans. Il fait comme une espèce de gars au lasso, mais que c'est un beau gars, mais c'est pas un acteur, c'est un cascadeur. Mais il se fait engager par un studio parce qu'il le trouve beau pour donner une réplique, mais il est pas capable de donner une réplique comme du monde parce que c'est pas un acteur. Puis là, la scène là, de, je sais pas si vous avez vu le preview, mais il y a Ralph Fiennes qui essayait d'y apprendre à dire une phrase. elle est encore plus longue dans le film. Ah. Puis c'est meilleur dans le film encore. Même Mais si Fille, j'ai toujours un respect terrible pour cet acteur-là. J'ai adoré ce qu'il a fait. Puis récemment encore, quand j'ai vu, après tout le monde, bien entendu, le Grand Budapest Hotel. Oui, il est bon là-dedans. Hey, ça n'a bon, aucun bon sens comment il vole le show. C'est capoté, ce film-là. Ouais. Mais je vais probablement le voir. De toute façon, je suis un gros fan des frères Coen. Là. Ceux qui ont trippé avec la résurgence d'Oscar Isaac des derniers films. Là. Il commence à être partout, on commence à le voir. Tu sais, Ex Machina, Star Wars, etc. Écoutez Inside Llewyn Davis. Les Coen l'avaient vu avant que le monde le voie. Ah oui. C'est un film un peu dur. Moi, je trouve que c'est celui des frères Coen que j'ai le plus de misère. Parce que le pas son personnage, meilleur. il est chiant, man. Il arrête pas de chialer pour tout le monde. Puis il est dur à aimer le personnage. Non, c'est ça qui fait que c'est effectivement. dur. Mais la musique est tellement bonne. Incroyable. Incroyable. Mais il y a pas, non seulement ça, mais il y a aussi Kylo Ren dans le film. C'est ça qui est drôle. Ah oui? Oui, c'est Adam Driver joue dans Inside. Qu'est-ce qu'il fait? Fait son ami universitaire? Il me semble que oui. Là, mon souvenir est cru, je pense il fait dans l'univers des Coen tellement, de toute manière, ce gars-là. Ah, non, il fait le gars qui chante dans le studio avec lui quand ils font la tune. Il fait le gars qui fait l'espèce de voix de basse. Oui, de voix grave. Ouais, je pense que c'est lui. Il me semble que je le vois, sa face, juste lui qui fait comme Ice Cold. Chose du genre. Ouais. Bref. Donc, Hail Caesar, pour de vrai, j'ai aimé ça. Je vais le réécouter plein de fois parce que je sais qu'il y a des affaires que j'ai pas compris, que j'ai pas assimilées comme du monde. Pour les tripeux de cinéma Josh Clooney, ses faces sont... Clooney, ouais. Clooney a dans ce film-là les faces les meilleures de sa... il est tellement drôle dans son changement de visage de comédie, sérieusement. Non, puis son dernier rôle qu'il avait fait dans un film des Coen, c'était dans Burn After Reading. Il faisait le genre de vendeur qui était super suave, mais dans le fond, ce qu'il avait inventé, c'était une genre de chaise en bois mal faite avec des dildos qui sortent puis qui rentrent. Puis il tripait sur le plancher. C'est ça, il tripait. Mais tu sais, le gars a donné l'impression d'un gars super sérieux. C'est le contraste entre son produit et le salesman. Oui. Et c'est drôle, mais c'est drôle. Oh, ça m'a je vais m'en souvenir avec le dildo. C'est tellement lame. En tout cas, peu importe. Tout ça pour dire que... Oui. Solide. Mais pour de vrai, de moi, je pense que le monde... quand il est sorti, le monde s'attendait à quelque chose de immédiatement brillant, mais comme tous les bons Coen, c'est un petit peu après que c'est comme quand tu y repenses puis tu réécoutes puis tu sais, c'est là que ça devient, ça prend du goût, ça prend de la saveur. Donc je le recommande très fortement, je dirais là, comme un 7.5 8 sur 10. Wow. Nice. Ouais, vraiment, mais il est très hermétique. Il y a plein de monde qui vont l'écouter qui vont pas aimer ça tout de suite. Ben, faut que tu aies déjà probablement déjà une curiosité pour l'univers du cinéma en dehors des films eux-mêmes. C'est ça. Puis moi, dès qu'un film parle de cinéma, moi, on gagne un point parce que déjà, ça vient mettre en contexte un peu plus. C'est comme, le regard est plus complexe que juste, ben voici une histoire que je raconte. T'sais. Donc, merci Conan. Ça me fait plaisir. Yes, donc un autre bon film sous la cravate. Donc, je pense que tu peux décoller ça notre thème tranquillement pas vite en fade-in. Donc. Messieurs, c'est maintenant la fin de cet épisode, le premier épisode d'été de 90 minutes des Geeks contre-attaque. Déjà fini. Ça passe vite pareil. Oui. Ouais, c'est finalement... est-ce que c'était plus de conneries ou c'était les mêmes conneries étirées? Ben, plus conneries, plus d'infos, tout le monde est gagnant. Ouais, vous seuls êtes les juges. Donc, on vous laisse. L'émission qui suit, c'est... J'essaie de me rappeler. Les oreilles ailleurs. C'est Che Bandanea. Ah, Che Bandanea, c'est vrai, pour l'été, il y a une différente programmation, c'est plus. Donc, Che Bandanea. Et donc, la semaine prochaine, on vous revient encore une fois à 13h. De 13h à 14h30. Suivez-nous sur notre channel YouTube pour reprendre les épisodes pendant la semaine, ainsi que sur notre SoundCloud pour entendre ce qui se passe pendant les pauses, pour le meilleur et surtout le pire. Donc, merci Conan. Ça me fait plaisir. Merci Philippe. Ça fait plaisir. Merci Simon. Qui est quand même une tâche très ingrate et je t'en remercie. Non, c'est toujours un plaisir. D'être caché derrière l'aquarium. Mais il faut qu'on s'en aille, les gars, c'est terminé. Yes! Donc, on est parti. On se voit la semaine prochaine. Salut les geeks!
Téléchargez l'émission Les Geeks contre-attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.